Eh bien, c'est une bonne chose, a dit ma grand-mère, mais je n'ai pas vraiment compris le sens de ces paroles. Après avoir emmené mon frère talentueux, mes parents ont quitté la maison. Comme je suis stupide, je suis la seule à être restée. Maintenant, tout le monde est parti, et je me sens seule. Ai-je été abandonnée par mes parents? Pourtant, ma grand-mère m'a élevée avec beaucoup d'affection. Des plats délicieux et des sourires chaleureux. J'ai appris le bonheur d'être acceptée telle que je suis. Puis, après avoir vécu librement pendant plus de 20 ans, mes parents sont apparus devant moi. Mes parents sont apparus devant moi. Ils sont revenus après m'avoir vu dans les médias, moi qui suis maintenant une chercheuse accomplie. Ils n'ont pas caché leur désir, s'approchant de moi avec un vilain sourire. J'ai ressenti une colère bouillante à l'intérieur de moi, en étant témoin de leurs actions. J'ai ressenti une colère bouillante en les voyant dans une situation aussi désespérée à cause de leurs propres actions. Les voir avec leurs sourires ignobles, prononçant des mots de fausses louanges comme tu es formidable, ou crachant frénétiquement en criant qu'une fille a le devoir d'aider ses parents, était si répugnant qu'il était difficile d'exprimer mes sentiments par des mots. J'ai ressenti une intense sensation d'ébullition à l'intérieur de moi, tandis que mon esprit semblait devenir plus vif. Ces gens n'ont pas changé du tout. Ils croient que seules leurs valeurs sont correctes, les utilisent pour justifier l'exclusion des autres et rationaliser toute forme de tyrannie, sans la moindre pensée pour les personnes qu'ils blessent. Ne me faites pas rire. Tu viens me voir maintenant, juste parce que tu as besoin de quelque chose. Alors, je ne me retiens plus. J'ai déjà suivi mon propre chemin dans la vie. Je ne peux pas considérer les gens qui m'ont négligé toute ma vie comme de la famille. Je n'ai aucun attachement pour eux. Le moment est venu de dire à mes parents ce que j'ai toujours voulu dire. Je renonce à tout héritage et je déclare mon éloignement. Je m'appelle Jessica. Une chercheuse de 29 ans. Depuis toute petite, j'aime jouer dehors, courir dans la boue, les flaques d'eau et les bacs à sable jusqu'à ce que je sois couverte de terre. Lorsque mon professeur de sciences m'a parlé des micro-organismes, l'idée de quelque chose d'invisible et pourtant présent m'a fascinée. Bien qu'invisibles à l'œil nu, les micro-organismes avaient tous un aspect différent au microscope. Je voulais voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant, alors j'ai demandé un livre d'images à la librairie, mais ce n'était pas suffisant. Nous n'avions pas de microscope à la maison et je ne pouvais pas toujours en utiliser un à l'école. Voyant ma déception, mon professeur m'a expliqué le travail des micro-organismes. Par exemple, ils mangent des feuilles mortes et vivent dans la boue. Comme les feuilles et la boue sont faciles à trouver, j'ai fini par me salir en jouant dehors à la recherche des résultats de l'activité des micro-organismes. Jessica, pourquoi salis-tu toujours tes vêtements? Combien de fois dois-je te répéter la même chose? Ma mère me grondait chaque fois que je rentrais à la maison avec des vêtements sales. Mais j'oubliais quand je jouais. Ma mère voulait surtout que je m'adonne à des activités plus traditionnellement féminines. Elle me disait, tu es une fille, alors mets une robe et joue à la maison. Jouer dehors n'est pas quelque chose que les filles devraient faire. Comme je préférais exactement le contraire, elle me grondait souvent. Ma tendance à m'absorber dans les choses au point d'ignorer tout le reste était également un problème à l'école. Lors des visites à domicile, mon professeur disait, Jessica a souvent du mal à se concentrer en classe et on peut la trouver en train de rêvasser. Elle se laisse facilement distraire et a tendance à se déconcentrer. Ma mère souriait maladroitement, s'excusait et me disait gentiment, étudions bien. Mais dès que le professeur partait, elle me tirait par le bras et me criait dessus d'une voix stridente. Mais je trouvais les cours ennuyeux. Les cours étaient souvent difficiles à suivre, les professeurs se contentant de débiter le contenu à leur guise, si bien que moi, qui écoutais, je m'ennuyais. Mon esprit s'égarait alors vers des choses plus intéressantes. C'est ce que je ressentais. C'est pourquoi mes résultats aux examens étaient toujours aléatoires.
J'obtenais des résultats presque parfaits dans certains cas, mais dans d'autres, je finissais dans les 20%. Mon irrégularité signifiait que mon bulletin scolaire était mitigé. À l'école, les professeurs disaient qu'il valait mieux avoir des centres d'intérêt, même si cela impliquait des efforts variables, que de ne pas en avoir du tout. Mais avoir une seule matière en dessous de la moyenne était impardonnable pour mes parents. Ils jetaient mon bulletin avec dégoût en disant « Un imbécile n'a pas sa place dans cette maison ». Mes parents se vantaient toujours de leur propre excellence. Ma mère, enseignante dans un lycée compétitif, était fière d'avoir fréquenté une université aux normes académiques élevées. Elle pensait que de bonnes notes et l'entrée dans une grande université étaient nécessaires pour mener une belle vie. J'ai remarqué que les gens autour d'elle étaient quelque peu déconcertés par ces valeurs rigides, mais ma mère ne s'en rendait pas compte ou s'en moquait. Même si on le lui disait. Le monde d'aujourd'hui est une société éducative. L'endroit où vous avez obtenu votre diplôme a beaucoup d'importance. Quiconque ne comprend pas cela n'est qu'un mauvais perdant. Il aurait mieux valu qu'elle se contente de regarder les autres de haut, mais elle était agressive envers tous ceux qui avaient une opinion différente, alors il valait mieux éviter les conflits. Mon père était semblable. Il a obtenu son diplôme de médecine. Il est devenu chercheur en médecine, parlant souvent de son travail à l'hôpital universitaire et rédigeant des articles. Il croyait fermement que le parcours universitaire définissait la valeur d'une personne, rabaissant souvent les patients et les professeurs d'autres départements en fonction de leur alma mater. Pour eux, ma situation était donc inacceptable et embarrassante. Malheureusement, j'avais un frère qui était exactement le contraire de moi. Il était l'enfant parfait que mes parents voulaient, leur obéissant et excellent à l'école. Il recevait des repas luxueux, axés sur la nutrition, et des vêtements de qualité. J'étais tout le contraire. Mes repas étaient des restes de ce que mon frère et mes parents avaient. Mes vêtements étaient trop petits ou me venaient de mon frère. Lorsque j'ai commencé à donner la priorité aux jeux de plein air plutôt qu'aux jeux domestiques, la fréquence à laquelle j'ai reçu de nouveaux vêtements a considérablement diminué. Mon frère et moi étions traités différemment en fonction des valeurs de nos parents. Mais j'aimais toujours mon frère et il était gentil avec moi. Mon frère, chargé d'une tonne de cahiers d'exercices par nos parents, était toujours à son bureau, mais il m'aidait à faire mes devoirs et partageait même son goûter avec moi, sachant que je n'en avais pas. Nous avions tous les deux compris, sans le dire, qu'il n'était pas sage d'aller à l'encontre de nos parents. Le pire est arrivé quand j'avais 9 ans. Mes parents, occupés par leur travail et l'éducation de mon frère, m'ont peu à peu traité comme si j'étais invisible. Débrouille-toi tout seul, disaient mes parents, et ils ont cessé de préparer mes repas. Pendant que mes parents et mon frère mangeaient, j'étais enfermée dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Je pouvais sortir quand mon frère allait prendre un bain, et je mangeais alors ce que je trouvais dans le réfrigérateur. Pour les vêtements, je portais ce qui était propre et disponible. Cependant, mes vêtements boueux étaient souvent rejetés de la blanchisserie et laissés sur le sol. Une tablette était placée bien en vue, montrant des vidéos sur l'utilisation de la machine à laver, et j'ai appris à faire ma lessive en les regardant. Je me souviens d'avoir été soulagée que personne n'ait fait de commentaires lorsque je l'ai fait moi-même. Certains jours, je ne voyais pas du tout mes parents. Ils étaient toujours occupés par leur travail, et pendant leurs jours de congé, ils s'occupaient de mon frère. Même si nous nous croisions à l'intérieur de la maison, il n'y avait pas de contact visuel. Aucune réponse à mes tentatives de conversation. J'ai donc progressivement cessé d'essayer de parler, et mes parents ont continué à ignorer encore plus mon existence. Ils lisaient tous les documents scolaires et me fournissaient tout ce dont j'avais besoin pour l'école. J'ai donc pensé que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Je suppose que mes professeurs, qui étaient des collègues de ma mère, ne pensaient pas qu'elle irait aussi loin. Il n'y a jamais eu de communication à ce sujet. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une note sur la table du salon de notre maison déserte. Ton frère va changer d'école.
Nous avons fait en sorte que cette maison soit habitable pour toi. Au début, je n'ai pas compris. Mon frère lui-même m'avait dit qu'il allait peut-être changer d'école. Il semblait que ce n'était pas encore définitif. Mais je suppose que mes parents avaient tout arrangé. Mais la note disait qu'ils avaient rendu la maison habitable pour moi. Je l'ai lu et relu jusqu'à ce que je comprenne enfin que j'étais abandonnée. Mes parents partaient avec mon frère et me laissaient la maison, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Lorsque j'ai réalisé cela, des larmes ont commencé à couler sur mes joues. J'étais tellement triste. Parce que je n'étais pas douée pour les études. Parce que je n'obéissais pas. Parce que je salissais mes vêtements. J'avais beau essayer d'attirer l'attention de mes parents en faisant de bonnes choses et en me comportant bien, dès que je faisais quelque chose de mal à leurs yeux, j'étais complètement ignorée. J'étais donc abandonnée, et ce fait était d'une tristesse insupportable. Je pleurais à chaudes larmes. Alors qu'il faisait nuit dehors et que j'étais fatiguée de pleurer, j'ai commencé à réfléchir. Il est impossible pour un enfant de 9 ans de vivre seul. Même si j'avais une maison, qu'en serait-il de la nourriture? Sans argent, je ne pouvais rien faire. Et je ne voulais pas être seule. C'est alors que je me suis souvenue. Quand j'étais petite, je rendais souvent visite à mes grands-parents. Ils étaient les parents de ma mère et je restais souvent chez eux. Ma grand-mère travaillait comme gardienne dans un foyer d'accueil, à quelques kilomètres de là, et je me souviens d'y être allée avec elle. Il y avait beaucoup d'enfants de mon âge et je suis sûre que nous jouions ensemble. Je crois que c'est l'année dernière que mon grand-père est décédé et que ma grand-mère a commencé à vivre seule dans cette grande maison. À cette époque, ma mère et ma grand-mère se sont brouillées et j'ai cessé d'aller chez mes grands-parents ou de voir ma grand-mère. Ma grand-mère était seule elle aussi. C'est en pensant à cela que j'ai cherché désespérément les coordonnées de ma grand-mère. Tout ce dont je me souvenais, c'était du nom de jeune fille de ma mère et du nom de famille de ma grand-mère. En me fiant à cela, j'ai cherché désespérément dans toute la maison et j'ai fini par trouver. Dans un vieux carnet de contacts écrit à la main, sous le téléphone fixe, il y avait le nom de famille et le numéro de téléphone de ma grand-mère. Je n'avais jamais téléphoné moi-même auparavant. Mais c'était comme s'accrocher à une paille. J'ai appuyé sur les numéros de l'annuaire, mais j'ai réalisé qu'il fallait que je soulève le combiné pour que cela fonctionne, après m'y être repris à 3 fois. J'ai décroché le combiné, je l'ai appuyé sur mon oreille et j'ai composé le numéro. J'ai entendu la sonnerie, et après quelques sonneries, la ligne s'est déconnectée, coupant le son. Oui, allô? Grand-mère? Et Jessica? Grand-mère? Elle a tout de suite reconnu que c'était moi. Au téléphone, j'ai réussi à expliquer la situation dans laquelle je me trouvais. Puis, grand-mère a dit, je viens tout de suite, et elle a raccroché. Peu après, elle est venue me chercher en voiture. Lorsqu'elle m'a vu ouvrir la porte d'entrée pour l'accueillir, elle a semblé reprendre son souffle. Elle a dû être choquée par mon apparence miteuse, mais j'étais trop soulagée pour m'en préoccuper. Elle était là, la gentille grand-mère dont je me souvenais, juste devant moi. J'étais si heureuse que je me suis jetée dans ses bras. Tes beaux cheveux et tes vêtements. Alors qu'elle me serrait fort dans ses bras, grand-mère m'a dit cela en me caressant les cheveux. Son contact était si doux qu'il me rendait encore plus heureuse. Allez, prends ce dont tu as besoin et allons chez moi, dit grand-mère en me tapotant le dos. Elle m'emmenait vivre avec elle. Elle m'emmène vivre avec elle. Maman et papa ne reviendront pas, n'est-ce pas? J'ai hésité un instant. Car j'avais l'impression que quitter cette maison romprait vraiment mes liens avec ma famille. Même si je venais de pleurer à chaudes larmes d'avoir été abandonnée. Mais une partie de moi s'accrochait à l'espoir. Je ne suis qu'une fille stupide dont il ne voulait pas. C'est bien, non, dit grand-mère. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire et j'ai levé les yeux vers elle. Tu es libre maintenant, Jessica. Tu es libre.
Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis libre. Bien sûr, nous aurons quelques règles de base puisque nous vivrons ensemble. Juste pour s'assurer qu'aucun de nous ne se sente mal ou ne passe un mauvais moment, d'accord? Oui. À part ça, tu es libre. Faites tout ce que vous voulez, amusez-vous. C'est ce que tu peux faire maintenant. Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi. Être libre de s'amuser. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblerait cette vie, mais une attente excitante grandissait en moi. Par la suite, j'ai emménagé chez ma grand-mère et j'ai été transférée dans une nouvelle école. La région rurale où vivait ma grand-mère était paisible et l'école était petite, avec peu d'élèves. C'est peut-être pour cette raison que le fait d'être un nouvel élève était une nouveauté et que tout le monde était gentil avec moi. Les professeurs étaient très attentifs à chaque élève et je ne me faisais plus gronder comme avant. Jessica, tu as des choses que tu aimes, c'est très bien. Fais des recherches sur ce qui t'intéresse. Il devrait y avoir des livres à la bibliothèque. Mais n'oublie pas que l'équilibre est important. Sois attentive en classe, finis tes devoirs. Ensuite, tu pourras faire plein de choses que tu aimes. Tout le monde m'a accepté. Ils m'ont aidé quand je ne comprenais pas quelque chose. Ils n'ont pas nié qui j'étais. Je pense qu'avant, on ne me voyait pas vraiment comme je suis. Mais maintenant, ils m'acceptent naturellement comme je suis. J'ai donc commencé à sourire beaucoup plus. Et près de la maison de ma grand-mère, c'était comme un trésor pour moi. C'était un endroit où l'on avait découvert d'anciens fossiles et des forêts enfouies, et bien qu'il n'y ait plus de grands travaux d'excavation, des vestiges devaient encore s'y trouver. Par-dessus tout, je me demandais quel type de micro-organismes avaient vécu et travaillé sur cette terre. Quels effets ont-ils eu? À quoi ressemblaient les couches de la terre? Des choses différentes vivaient-elles dans chaque couche? Il y avait tant de choses que je voulais savoir. Chaque jour, je me couvrais de boue et je courais partout pour explorer. Une fois, en creusant par curiosité, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à un fossile et j'étais ravie. Chaque jour était passionnant, plein de découvertes et épanouissant. J'ai naturellement pensé que c'était quelque chose que je voulais continuer à faire pendant longtemps. 20 ans se sont écoulés depuis que mes parents m'ont quitté. Aujourd'hui, à 29 ans, je travaille dans la recherche, avec une spécialisation en biologie. Élevée par ma grand-mère après le lycée, je suis allée à l'université pendant 4 ans pour obtenir ma licence, suivie d'une maîtrise et d'un doctorat, soit 4 années supplémentaires. J'ai défendu avec succès ma thèse de doctorat et obtenu mon titre de docteur, décrochant ainsi un emploi dans un institut de recherche réputé dès ma sortie de l'école. Juste après m'avoir accueilli, ma grand-mère est entrée en contact avec ma mère et a insisté pour qu'elle paie mes études et mon éducation. Naturellement, ma mère était réticente, mais ma grand-mère a menacé de consulter les services de l'enfance, la police et d'engager un avocat pour la poursuivre en justice si elle ne remplissait pas ses obligations. Soucieux de leur réputation, mes parents ont transféré à contre-sécurité le strict minimum d'argent à ma grand-mère. Bien sûr, ce n'était pas suffisant pour payer les frais de scolarité, alors j'ai utilisé des bourses d'études et des programmes d'excellence pour terminer mes études le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je travaille sur des sujets qui m'ont toujours intéressé, comme l'excavation de fossiles, la compréhension des conditions et de l'âge de la Terre, ce qui rend ma vie tout à fait satisfaisante. Bien que les instituts de recherche soient connus pour leurs heures supplémentaires excessives, dépassant souvent 100 heures par mois, je ne fais pas de différence entre les heures de travail et les heures supplémentaires. Je fais des recherches pour satisfaire ma curiosité. J'utilise de nombreuses méthodes pour trouver des réponses. J'ai l'impression de manquer de temps pour le simple fait d'apprendre. Bien sûr, certains collègues sont partis, incapables de supporter cet environnement, mais pour moi, le travail est agréable sans aucune difficulté. Le fait d'être surnommé une force physique et mentale au travail est pour moi un compliment.
Ayant été privée de la possibilité de faire ce que je voulais et de mes sentiments dans le passé, je me réjouis de pouvoir approfondir mes intérêts et de faire de nouvelles découvertes dans ce travail. Depuis l'enfance, je m'intéresse intensément à une chose, ce qui m'a souvent valu des critiques de la part des adultes, mais aujourd'hui, je peux utiliser ce trait de caractère de manière efficace dans mon travail. Ma grand-mère m'a aidé à apprendre à gérer ce trait de caractère, à en faire une force que je peux utiliser comme une arme. Ainsi, j'ai compris comment étudier efficacement, ce qui m'a permis d'améliorer mes notes. J'ai bien réussi mes examens d'entrée et j'ai pu utiliser pleinement ce trait de caractère dans mes recherches. J'organise et priorise de multiples tâches dans ma tête, les réalisant une par une. La sensation de mon cerveau presque en ébullition alors que je scrute les informations et trouve des réponses me procure un plaisir indescriptible. Ce travail me convient parfaitement. Récemment, j'ai reçu un prix d'une société prestigieuse pour avoir découvert et élucidé les fonctions uniques d'un micro-organisme rare trouvé dans les échantillons de sable que j'ai analysés lors d'une fouille de fossiles à l'étranger. Tout a commencé par ma curiosité quant à la raison de la présence de ce micro-organisme dans cette strate particulière. En perçant le mystère grâce à mes recherches, j'ai découvert son rôle essentiel dans l'évolution, ce qui m'a incité à rédiger et à soumettre rapidement un article. Cette découverte m'a retenu à l'étranger plus longtemps que prévu, et j'ai été pris par des réunions et des entretiens avec les médias non liés à la recherche, ce qui m'a fait perdre du temps, mais j'ai réussi à rentrer aux États-Unis. Alors que je pensais pouvoir retourner à l'Institut pour poursuivre mes autres recherches, le directeur m'a ordonné de prendre quelques jours de congé en guise de récompense, ce qui a retardé mes projets. Comme ces occasions sont rares et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, j'ai décidé de rendre visite à ma grand-mère. Je me suis donc rendu directement chez elle depuis l'aéroport. Tu as encore été très occupé, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est plutôt que les choses qui ne sont pas liées au travail me dérangent. Ah, je vous ai vu à la télé. Cette fête. Vous portiez une si belle robe. J'étais juste habillée et maquillée contre mon gré. Tu avais l'air d'une personne complètement différente de la Jessica habituelle. J'étais juste fatiguée. Le ragoût de citrouille de grand-mère est toujours le meilleur. C'est bon à entendre. Si tu en veux plus, sers-toi. Bien sûr. Arrivé chez ma grand-mère, je me suis détendue dans le salon avec son délicieux ragoût de potiron et du thé. Grand-mère vit toujours seule dans cette maison, bien qu'elle prenne de l'âge, elle reste active, travaillant dans le jardin. J'espère qu'elle restera longtemps en bonne santé et pleine d'énergie. À ce moment-là, on sonne à la porte. Le courrier? Ce n'est pas habituel. Ma grand-mère se lève et se dirige vers l'entrée. Depuis que je suis petite, ce quartier a toujours été peu peuplé. Les voisins, qui connaissent la composition de chaque famille, utilisent rarement l'interphone pour les visites, car ils sont très soudés. Aujourd'hui encore, les seules personnes qui sonnent assidûment à la porte sont les livreurs. Comme ma grand-mère ne fait jamais d'achat en ligne, je me demandais ce qui avait bien pu être livré. J'entendais le bruit de ses pantoufles qui raclaient le sol et la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je pensais que ma grand-mère reviendrait immédiatement après avoir reçu le colis, mais elle n'est pas revenue tout de suite. Au lieu de cela, il semblait y avoir de l'agitation à l'entrée. Sentant que l'atmosphère n'était pas rassurante, j'ai décidé d'aller moi-même à l'entrée. En quittant le salon et en jetant un coup d'œil dans le couloir menant à l'entrée, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Derrière ma grand-mère tournante, à la porte, se tenaient un homme et une femme. C'était la femme qui m'avait appelée. « Jessica, je suis si contente. Je voulais te voir. »« Ah oh, Jessica. Viens ici. » Au début, je ne les ai pas reconnus. Après tout, cela faisait 20 ans que je ne les avais pas vus. Les deux personnes qui appelaient désespérément mon nom avec des sourires forcés étaient mon père et ma mère, qui avaient beaucoup d'âge.
Pourquoi sont-ils ici? Que veulent-ils? Après 20 ans d'absence de contact. Après m'avoir abandonné il y a 20 ans. Karen. Toi et John n'avez pas de visage à montrer à Jessica. Ma grand-mère a haussé le ton contre ma mère. Ne t'en mêle pas, maman. Jessica est ma fille. Tu n'as jamais agi comme un parent, comment oses-tu? Jessica, viens ici. Faisons la fête. Tu as bien travaillé. S'exclament mes parents à l'unisson, tout en continuant à crier. En observant l'agitation de mes parents, je me suis rendu compte qu'ils étaient au courant de ma récente récompense. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que je sois ici, mais le seul lien qu'ils avaient avec moi était ma grand-mère. Ils sont donc venus ici, et par un coup de malchance pour moi, ou de chance pour eux, ils m'ont trouvé en visite. Baissez d'un ton, vous dérangez les voisins. Je le dis fermement, et mes parents se raidissent et ferment la bouche. Ils semblaient avoir pris conscience de leur comportement absurde. Je ne vous laisserai pas entrer dans la maison. Expliquez-moi brièvement pourquoi vous êtes ici. Si vous faites encore du bruit ou si vous créez des problèmes, j'appelle tout de suite la police. Maintenant, parlez. Lorsque je les ai incités à parler, mes parents ont échangé un regard, puis ont commencé leur histoire. Les choses ont changé pour mon frère après son entrée à l'université. Il est entré dans l'une des meilleures universités, comme mes parents l'espéraient, mais il y a rencontré pour la première fois des valeurs différentes de celles de nos parents. Les étudiants brillants ont une volonté et des aspirations fortes. En voyant ses camarades poursuivre leurs rêves, mon frère a commencé à douter de l'élitisme académique qu'on lui avait inculqué et à mépriser l'obsession anormale de nos parents pour les diplômes. Mon frère a disparu au cours de sa dernière année d'université, laissant un mot disant « Ne me cherchez pas ». Il est toujours porté disparu à ce jour. Après avoir été abandonné par mon frère, pour lequel ils avaient investi tant de temps, d'efforts et d'argent, mes parents se sont mis à dépenser sans compter dans leur désarroi. Pour moi, cela n'avait aucun sens, mais peut-être essayaient-ils de combler le vide de la solitude par d'autres choses. J'avais envie de dire qu'ils auraient dû se préoccuper davantage de mon frère, mais je me suis rendu compte une fois de plus que ces gens ne pouvaient pas éprouver de tels sentiments. Naturellement, leurs économies ont diminué et cela a eu des répercussions sur leur vie réelle. Ils ont commencé à s'en prendre aux autres sur leur lieu de travail. Ma mère, enseignante, était trop stricte avec ses élèves et se mêlait trop de leur avenir, ce qui a poussé plusieurs d'entre eux à cesser d'aller à l'école. Elle a également harcelé et agressé verbalement des collègues plus jeunes, ce qui a conduit à la présentation d'enregistrements de ses actions au Conseil de l'éducation, qui a pris des mesures disciplinaires. Les deux parents sont menacés de poursuites judiciaires par les avocats des deux parties. Mon père s'est lui aussi comporté de la même manière. Méprisant ses collègues moins instruits, il a tenu des propos insupportables et s'est comporté de manière autoritaire. De plus, il traitait les patients de l'hôpital de la même manière et faisait même des avances aux patientes qui lui plaisaient. Il semblerait qu'ils doivent bientôt faire face à des problèmes juridiques pour cela aussi. J'ai senti qu'ils avaient atteint leurs limites, sans que personne ne puisse les arrêter. Mes parents, les larmes aux yeux, m'ont expliqué leur situation, puis se sont penchés vers moi. Jessica, nous voulons vivre ensemble, en famille, en nous soutenant mutuellement. C'est vrai? Tu étais vraiment notre fille après tout. Tu t'es si bien débrouillée. Oui, c'est incroyable. Tu dois être célèbre dans ton domaine maintenant. Avec la célébrité vient l'autorité. À partir de maintenant, on se soutient mutuellement? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une remarque impardonnable. Se soutenir mutuellement? Maintenant, après tout ce temps? Mais nous sommes une famille. J'ai interrompu les paroles de mes parents par une question, les choquant. La famille? Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous partageons peut-être des gènes,
mais nous ne sommes pas une famille, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? La voix de ma mère s'est faite plus forte, essayant de m'arrêter. J'ai même senti une certaine nostalgie dans sa voix inchangée. Et puis j'ai compris. Je n'ai plus peur d'eux. Pas même un tout petit peu. Aussi, arrêtez de déformer les choses à votre convenance. 1. Vous n'êtes ici que parce que vous devez faire face à d'énormes compensations que vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas? Vous comptez sur moi? Mais est-ce parce que mon frère est parti et que c'est mon tour? Ou est-ce parce que vous n'avez plus d'argent et que vous devez compter sur la fille que vous avez abandonnée? Comme je parlais calmement, mon père resta sans voix. Mais ma mère me regardait avec des yeux écarquillés. Jessica, comment peux-tu dire cela? Nous sommes une famille, nous devons nous soutenir les uns les autres. Tu es juste choqué parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Désormais, nous vivrons ensemble, et nous pourrons nous adapter au rythme de chacun. C'est une blague. Absolument pas, je refuse. Je ne veux plus jamais vous parler. Partez, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit par réflexe quand ils ont parlé de vivre ensemble. Même si mes parents ont commencé à crier et à hurler, mon cœur est resté froid. Jessica, comment peux-tu parler à tes parents comme ça? Dépêche-toi de faire tes valises. Emmène-nous chez toi. Les mots de mes parents devenaient de plus en plus durs. Même si j'avais dit que je ne voulais pas vivre ensemble, ils avaient l'intention de faire irruption chez moi. Cela m'a fait rire. En fait, il semblait que mon expression reflétait ce sentiment. D'une certaine manière, j'ai senti un léger sourire se former. Tout comme vous me traitez comme si je n'étais pas votre enfant, je ne vous ai jamais considéré comme des parents. Se faire dire soudainement par des étrangers que nous sommes une famille et que nous devrions vivre ensemble est tout simplement terrifiant. Votre enfant n'est que votre fils. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous à partir de maintenant. Je ne veux même pas être invité aux funérailles. Je me suis dit, voilà ce que signifie faire bouillir votre sang. Mes tripes s'échauffaient et j'avais l'impression que ma tension artérielle augmentait. Cependant, mon esprit est resté calme. C'était comme si une brise fraîche balayait mes pensées. C'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Couper les liens peut être nécessaire pour des questions d'héritage qui pourraient survenir à l'avenir, mais rompre la relation parent-enfant serait impossible. Cependant, si je coupais les liens en pratique et que je ne communiquais tout simplement pas, cela devrait fonctionner. Finalement, mes parents sont devenus tout rouges et ont commencé à crier. Qu'est-ce que tu fais? Tu agis seul? D'après toi, qui a tout payé? Les filles ont l'obligation d'aider leurs parents. Comprends-tu que tu es incroyablement ingrate? Une fois de plus, mes parents se sont mis à crier et je n'ai pu que soupirer. Je me demandais comment leur faire comprendre. Pensez-vous sérieusement qu'en donnant de l'argent, vous pouvez vous appeler des parents? Ma grand-mère l'a dit d'une voix calme. J'ai pensé qu'elle avait tout à fait raison. Pour moi, ces gens n'étaient pas des parents. Être parent est un fait, n'est-ce pas? C'est vrai. Il semblait que les paroles de ma grand-mère ne les atteignaient pas. Ils ont continué à faire des déclarations incompréhensibles à voix haute. Ma grand-mère soupira devant leurs arguments toujours aussi bruyants et incompréhensibles et tourna les talons. Mes parents continuaient à crier. À ce moment-là, j'ai soudain entendu une sirène de police qui devenait de plus en plus forte. Je me suis demandé s'il y avait eu un accident, mais la voiture s'est arrêtée devant la maison de ma grand-mère. Des policiers sont sortis de la voiture et il y avait une foule de gens autour de la voiture de patrouille. Même dans cette région rurale, si une dispute aussi bruyante se produisait, les voisins s'en apercevraient rapidement. Il semble qu'ils aient appelé la police en pensant qu'il s'agissait d'un incident majeur. Bien qu'ils soient à la campagne, mes parents ont semblé très troublés par l'apparition de la police. Ils affichaient des sourires anormalement amicaux et bégayaient dans leurs réponses.
Lorsque j'ai expliqué aux policiers que mes parents étaient partis avec mon seul frère aîné et qu'aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, ils disaient vouloir vivre ensemble, les gens autour de nous ont commencé à murmurer. Mes parents m'ont jeté un regard noir, mais leur réponse a semblé rendre la situation plus crédible. Les policiers ont éloigné mes parents, et pendant ce temps, nous avons fermé la porte d'entrée et verrouillé toutes les portes. Comme prévu, mes parents ne sont pas venus à la maison par la suite. Les voisins m'ont dit que mes parents, apparemment gentils, avaient discuté avec les policiers pendant un moment, puis qu'ils étaient partis comme si rien ne s'était passé. Après cela, plusieurs jours se sont écoulés, mais il n'y a eu aucun signe de mes parents. Il semble que même les voisins gardent l'œil ouvert, mais il semble que les deux n'aient pas approché cette zone. Se pourrait-il qu'ils soient venus me rendre visite en dernier recours? Je devais rentrer chez moi avant la fin des vacances et je m'étais un peu détendue. C'est alors qu'un visiteur s'est de nouveau présenté à la maison de ma grand-mère. Et, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Jessica. Grand frère. Un homme au teint hâlé et aux cheveux longs, attaché de manière décontractée, se tenait là. Je me suis rendu compte de sa bouche lorsqu'il a prononcé mon nom et j'ai souri. À l'entrée se tenait mon frère, qui avait disparu il y a peu et dont on n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs années. J'ai amené mon frère dans le salon et j'ai écouté les détails. Alors qu'il était en contact avec diverses personnes à l'université, mon frère avait pris conscience de l'anomalie de nos parents et avait patiemment attendu l'occasion de s'échapper de cette maison tout en travaillant à temps partiel. Il avait accumulé suffisamment d'argent, au moment opportun, il a quitté le pays. Son objectif était de voir différentes personnes et différentes parties du monde. Tout en voyageant autour du monde, il a travaillé localement et a pris de nombreuses photos. Lorsqu'il a publié ses photos sur les médias sociaux, une maison d'édition l'a contacté pour lui demander s'il voulait ouvrir un magasin de photographie. Il a accepté l'offre en échange de travaux de photographie, et c'est la raison pour laquelle il est retourné aux États-Unis après plusieurs années. Quand j'étais à Rome, je vous ai vu aux informations, Jessica. Oh, quand j'ai gagné le prix? Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de votre grand-mère dans l'interview, n'est-ce pas? Je suis revenu aux États-Unis parce que je voulais voir ma grand-mère, mais je voulais aussi te rencontrer, Jessica. J'ai donc demandé à ma grand-mère où tu te trouvais. Cela a parfaitement fonctionné. Mon frère a ri joyeusement, mais il s'est ensuite redressé et m'a regardé sérieusement. Jessica, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pourquoi dis-tu cela tout d'un coup? Ce n'est pas soudain. Je voulais m'excuser auprès de toi à chaque fois que je te voyais. Mon frère ne souriait pas du tout. Je n'y ai pas vraiment pensé à l'époque où nous vivions ensemble dans cette maison. Nous ne prenions pas nos repas ensemble, et les jours de fête? J'étais la seule que nos parents invitaient à sortir. Même s'il y avait une différence évidente dans les vêtements que nous portions, je ne trouvais pas cela étrange. J'étais concentrée sur mes études, et pendant ce temps, je pensais que nous étions des frères et sœurs normaux qui jouaient ensemble. Il fronce les sourcils et serre les mains sur ses genoux en secouant la tête. Lorsque j'ai mentionné que j'avais une sœur aux participants de mon séminaire universitaire, en racontant des anecdotes sur notre passé, ils ont tous été choqués. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tu avais toutes les raisons de m'en vouloir. J'aurais dû aller m'excuser immédiatement après avoir quitté la maison. Je n'aurais pas dû remettre les choses à plus tard. Je suis désolée d'avoir vécu dans l'insouciance alors que tu traversais une vie difficile. Il baisse le regard. J'aurais vraiment dû aller m'excuser dès que j'ai quitté la maison. Mais je suis désolée d'avoir remis ça à plus tard. Je suis désolée d'avoir pensé qu'il était normal que tu vives une vie normale alors que tu traversais une période si difficile. Ces excuses sincères m'ont fait envisager pour la première fois d'en vouloir à mon frère. Cependant, je n'ai pas réussi à faire naître de sentiments négatifs à son égard. Je ne me suis pas demandé pourquoi moi seulement ou pourquoi mon frère seulement.
À l'époque, j'étais préoccupée par nos parents au point que ces pensées me traversaient rarement l'esprit. Je ne suis pas en colère et je ne t'en veux pas, ai-je dit. Le visage de mon frère a pris une expression douloureuse en entendant ces mots. Alors que les larmes montaient aux yeux de mon frère, notre grand-mère s'est approchée, les mains gantées tenant une assiette. Voulez-vous tous les deux des patates douces confites? Il s'agissait des patates douces confites maison de ma grand-mère, faites à partir de celles qu'elle avait récoltées dans son jardin et préparées depuis hier. Sachant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant la tentative délibérée de ma grand-mère de recréer l'atmosphère du passé, comme si nous étions revenus à cette époque. Waouh, ça me rappelle des souvenirs. J'ai vraiment envie d'en manger, dis-je. Oui, les patates douces confites de grand-mère sont délicieuses, n'est-ce pas? J'adorais ça quand j'étais petite. Je sais. Prends autant que tu veux. Savourons-les ensemble. Assis l'un en face de l'autre à table pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes tous les deux régalés du même plat. Ce simple geste nous a fait monter les larmes aux yeux. Malgré le goût légèrement salé, c'était un moment précieux. Par la suite, j'ai appris que nos parents avaient dû supporter un dédommagement important et qu'ils avaient connu d'autres scandales qui avaient fait la une des journaux, et qu'ils avaient fini par perdre leur emploi. Aujourd'hui, ils semblent mener une vie modeste, travaillant aux côtés de personnes qu'ils méprisaient autrefois en raison de leur faible niveau d'éducation. Ils ont dû s'humilier devant des superviseurs plus jeunes qui n'avaient qu'un diplôme d'études secondaires. Cela a dû être une expérience humiliante, mais je pense que c'était une leçon nécessaire pour eux. Mon frère et moi, qui avions été séparés pendant 20 ans, avons commencé à communiquer fréquemment, à partager des repas et à nous rendre ensemble chez notre grand-mère. J'étais vraiment heureuse de passer du temps en famille avec mon frère. Reconnaissante des moments que nous avons partagés, notre grand-mère, mon frère et moi, je me suis sentie satisfaite de ma vie personnelle et publique.